Bonjour les enfants, nous revoilà partis pour une séance de Moyen-Âge et aujourd'hui on va s'intéresser à cette société du Moyen-Âge qui va rester pendant très longtemps figée et on va s'occuper en premier des seigneurs et des seigneuries. Mais avant on va faire un tout petit rappel sur ce qui va se passer de Hugues Capet jusqu'à la fin du Moyen-Âge. D'accord? Eh ben c'est parti. Alors en 987 on a vu que Hugues Capet était élu roi de France, du royaume de France. Mais attention, le royaume de France, c'était un tout petit domaine royal qui lui appartenait. Ici, sur cette carte-là, on voit que Hugues Capet a tout ce qui est en vert foncé. C'est ce qu'on appelle le domaine royal. On a donc Poissy, Compiègne, Orléans, et tout le reste, ce sont des fiefs. Quand il y a des fiefs, on voit aussi les limites du royaume de France. Alors on va y revenir sur ces fiefs, vous allez comprendre pourquoi c'est important. Ça fait partie de cette société au Moyen Âge des seigneurs et des seigneuries. Donc les fiefs ne lui appartiennent pas. Ce qui lui appartient, c'est Anvers. Observons cette France en 1030. Hugues Capet n'est plus roi et les souverains se sont succédés et vous voyez qu'au XIe siècle, le domaine royal est toujours aussi peu important. Ils ne règnent plus que sur un tout petit domaine. Leur richesse et leur pouvoir ont énormément diminué. Au fait, le pouvoir réel, il appartient désormais à ceux qui possèdent la force armée, la force militaire et la terre. Ce sont les seigneurs. Les seigneurs qui ont pris le pouvoir autour de leur château. Cette période, on va l'appeler, du Moyen Âge, la féodalité. Et on va regarder ce que c'est d'un peu plus près, cette féodalité. Alors la féodalité, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en fait, c'est un ensemble de liens qui va unir plusieurs seigneurs entre eux. Alors déjà, il faut voir qu'il y a un seigneur qu'on va appeler le suzerain, le seigneur suzerain, qui va avoir plusieurs seigneurs vassaux. Les seigneurs vassaux, ce sont des petits seigneurs. Le seigneur suzerain, c'est ce qu'on va appeler le grand chef, celui qui a le plus de gens, le plus de terres, le plus fort, en fait. Alors, le seigneur vassal va se mettre sous la protection du seigneur suzerain. La relation entre un suzerain et son vassal va entraîner des obligations réciproques. Ça veut dire que le seigneur vassal va devoir fournir en hommes, peut-être de l'argent à son seigneur suzerain, mais s'il se fait attaquer ou s'il manque de quoi que ce soit, le seigneur suzerain va lui venir en aide. Un seigneur suzerain a plusieurs seigneurs vassaux. Un seigneur vassau peut aussi avoir, lui, s'il a assez d'argent, peut avoir lui aussi c'est d'autres vassaux sous ses ordres. Vous voyez, c'est tout un enchaînement. On a des seigneurs suzerains, des seigneurs vassaux qui ont des vassaux et ainsi de suite. Donc tout ça dépend, c'est un peu comme une chaîne. Tout ça s'enroule tranquillement. Alors le roi de France, bien entendu, lui aussi, il est suzerain, c'est un seigneur suzerain. Mais tous les seigneurs du royaume de France ne sont pas ses vassaux. Donc, vous allez voir qu'il va y avoir des conflits et que certains grands suzerains vont faire guerre à notre roi de France pour défendre leur fief et puis pour peut-être agrandir leur domaine au détriment du domaine royal. Donc, c'est une période où le roi n'a pas vraiment beaucoup de pouvoir. Et c'est surtout les grands seigneurs qui vont avoir beaucoup de vassaux qui vont prendre le pouvoir pendant toute cette période de féodalité. Alors ici, on voit vraiment la cérémonie de l'hommage qui va lier le seigneur suzerain avec son vassal. On les voit d'abord qui se serrent la main, tous les deux, l'un devant l'autre, avec leurs hommes de chaque côté. Et ensuite, c'est une cérémonie, attention, très ritualisée. Et ensuite, le vassal, va s'agenouiller devant son suzerain et va donc lui remettre toute sa confiance. Voilà, c'est ce qu'on appelle la cérémonie de l'hommage. Ces liens sont très forts entre seigneurs vassaux et seigneurs suzerains. Ça les lie énormément. Donc si l'un est attaqué, je vous le dis encore, l'autre va riposter, l'autre va venir l'aider, quoi qu'il arrive. Ce qui veut dire que certains grands seigneurs, c'est ce que je vous disais, vont en profiter pour affaiblir le pouvoir royal. Avec cette pyramide vassalique, on comprend mieux les relations qui unissent les seigneurs avec leurs seigneurs vassaux. Alors, vous avez vu qu'il existe différents liens. Le roi
comme je vous l'ai dit, il a son pouvoir qui est très affaibli parce qu'il n'a pas un lien féodal-vassalique très important. C'est un lien vassalique normal et ça veut dire que de nombreux seigneurs vont se révolter contre lui quand même, malgré ce lien féodal-vassalique. Là où il est très important, c'est avec les simples chevaliers qui sont, comme vous allez le voir juste après, des personnes qui peuvent être très proches des paysans et qui vont être très liés avec soit des seigneurs châtelains qui possèdent des châteaux, ce qu'on va s'occuper tout à l'heure, c'est ça ce qui nous intéresse, ou soit des seigneurs ecclésiastiques qui possèdent donc des églises. Et ils vont être très liés. Là, le lien féodal-vassalique est très fort. Beaucoup plus fort que ces seigneurs avec les grands comtes et même le roi. Donc le roi n'est pas en situation de pouvoir. Il est vraiment en situation d'affaiblissement. Et ça va être tout l'enjeu de ce Moyen-Âge, dans cette période du Moyen-Âge, ça va être de renforcer son pouvoir et de renforcer ce pouvoir vassalique qu'il n'a pas du tout. Sur cette pyramide vassalique, on comprend mieux les liens féodaux, vassaliques. Alors ces liens peuvent être très forts quand on est plutôt en bas de la pyramide et beaucoup plus faibles quand on est plutôt en haut de la pyramide. Vous voyez que le roi, le lien féodal vassalique qui l'unit avec les grands seigneurs est très faible. Ces grands seigneurs ne vont pas d'ailleurs hésiter à se rebeller des fois contre le roi. C'est ce que je vous disais plus haut. Et il n'y a aucun souci. Alors que les simples chevaliers vont être très liés par ce lien féodal vassalique avec leur seigneur châtelain ou avec leur seigneur ecclésiastique qui possèdent des biens d'église. Ce lien va être très fort et ils seront très unis. Alors que le roi ne sera pas du tout soutenu ou beaucoup moins soutenu par ces grands seigneurs. Il sera soutenu par certains, mais pas par tous. Donc il a une autorité tout à fait toute relative dans cette France du Moyen Âge. Seigneurs et vassaux sont des guerriers. Au bas de la pyramide vassalique, les chevaliers sont parfois très proches des paysans, et ils vont être juste capables de s'équiper à leurs frais, de posséder un cheval. Mais tous les seigneurs, tous les chevaliers sont des seigneurs. Ils vont suivre un long apprentissage. Ils vont être pages vers l'âge de 7 ans, puis écuyers, et ensuite c'est avec la cérémonie de l'adoubement vers 18 ans qu'ils vont marquer leur passage vers l'état de chevalier. C'est ce que l'on peut voir sur ces dessins, sur ce dessin et sur cette enluminure, et sur cette peinture, excusez-moi, que l'on a devant nous, c'est la cérémonie de l'adoubement. Alors cette cérémonie de l'adoubement, elle survient à l'âge de 18 ans, comme je vous le disais tout à l'heure, quand on est assez jeune, et on va recevoir le droit de porter une arme et d'avoir un cheval. C'est pour ça qu'on les appelle des chevaliers. Un seigneur, il reçoit de son seigneur suzerain un territoire qu'on appelle fief. Le fief, c'est un don de son suzerain, et c'est ce qu'on va appeler la seigneurie. Les seigneurs, ils consacraient leur vie à la guerre. Pour protéger leur famille, leurs biens et les populations de leur domaine, ils vont faire construire des châteaux. C'est ce qu'on va appeler le château du seigneur que l'on voit ici. Un château fort bien souvent pour se protéger, puisque comme je vous ai dit, ils consacraient leur vie à la guerre. Alors la seigneurie, c'est le domaine du seigneur, on va y regarder un peu plus près. On voit qu'il y a deux parties. On a d'abord la réserve. C'est la partie que le seigneur garde pour lui. Il a fait cultiver par ses domestiques, ce qu'on appelle des paysans des serfs, sous l'ordre d'un intendant. Les serfs, ce sont des paysans qui appartiennent au seigneur. Le seigneur a le droit sur eux, ce sont un peu des esclaves. Si le seigneur a décidé que le paysan ne se marierait pas, le paysan ne se mariera pas. Si le seigneur a décidé qu'il se marierait avec un tel, le paysan est obligé de se marier avec un tel. On n'a pas le choix, c'est ce qu'on appelle des serfs, ils ne sont pas libres. Et de l'autre côté, on va voir la tenure. Alors, la tenure, c'est une partie qui est composée de petits lots de terre qui sont cultivés par les paysans. Ce sont des paysans libres qu'on va appeler vilains. Ils sont placés sous l'autorité du seigneur, mais attention, ceux-là, ils sont libres. Ils font ce qu'on va dire un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent se marier avec qui ils veulent, ils peuvent déménager s'ils le souhaitent, mais ils doivent quand même payer des impôts, des taxes au seigneur. Des taxes pour utiliser le four que le seigneur a fait construire, des taxes pour utiliser le moulin que le seigneur a fait construire, des taxes pour utiliser le pressoir que le seigneur a fait construire, que vous voyez ici aussi sur ce dessin.
Et ils vont fournir aussi, ces paysans libres, ces vilains, ils vont aussi fournir du travail, c'est ce qu'on appelle les corvées sur la réserve. Ils vont devoir aller travailler certains jours par une dizaine, entre 10 et 20, 30 jours par an, sur le domaine du seigneur. Alors ils vont pouvoir consolider le château, par exemple, ou aménager des routes, ou cultiver et aider les paysans les serfs, à cultiver le domaine du seigneur. Donc vous voyez, dans cette seigneurie, elle s'organise vraiment autour du château fort. Elle réunit sur un même territoire un seigneur, sa famille, de nombreux paysans, libres ou non, vilains ou serfs, mais aussi des artisans. Paysans et artisans vivaient dans des villages ou des hameaux, là on le voit ici, autour de laquelle se dresse, regardez bien, on voit une église. L'église est très importante. On peut en avoir une ou plusieurs églises d'ailleurs. Ici, on la voit, il y a le cimetière qui est juste à côté, elle est tout en bas, en dessous du four. Alors ces lieux de vie, bien sûr, ils étaient reliés, comme on peut le voir, par des routes, par des ponts, ce qui permettait aux hommes de se déplacer et d'aller de village en village. Donc tout était bien organisé et souvent les seigneuries étaient reliées entre elles aussi. N'oubliez pas que un suzerain a plusieurs seigneurs vassaux. Et maintenant, on va s'occuper un peu plus de près de la vie d'un seigneur dans son château fort.